Bienvenue dans Radio Vestiaire, le premier podcast qui déshabille les pros du fitness. Notre but, leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, rétention des talents. Tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les salles de sport et par ricochet leurs adhérents sont à l'affiche de cette série sans tabou, destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre but, parler pour rassembler, pour faciliter les relations au quotidien de ces acteurs qui œuvrent pour un même but, la santé physique et mentale du plus grand nombre. Alors, salut Flora. Salut Saverio, comment tu vas? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Avec plaisir partagé. Bon, pour la petite histoire, effectivement, on est dimanche, on a pas mal de problèmes techniques ce matin, tout va bien se passer. Oui, et ça, c'est le plus important. Oui, on papote depuis environ 11h ce matin et il est déjà... Midi. Et on commence l'enregistrement à midi, donc voilà. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours, et puis je te couperai probablement à certains moments pour en savoir plus. Ça roule. Je m'appelle Saverio, Sav pour les intimes. Non, je rigole, on m'appelle toujours comme ça. Sav Coach sur Instagram. Sav Coach sur Instagram. J'ai 34 ans, je viens du monde universitaire et j'ai démarré ma carrière de coach dans les salles de sport, dans les fitness traditionnels. Cette carrière a démarré en parallèle à mes études, des études que j'ai pas terminées, dans le sens que je suis pas allé jusqu'au bout de mon master. Ouais, ça c'est une horreur. C'est suite à un échec que ma carrière démarre. Donc Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Et ça, il y a maintenant de plus en plus de monde qui le sait, parce qu'au final c'est important de dire les choses. Et un échec en fait qui m'a permis de rebondir, ou plutôt d'oser faire. Et je démarre donc mon master en enseignement, parce que j'étais je voulais me lancer dans la carrière de maître d'éducation physique à Genève. Je termine mon bachelor, je démarre mon master et je dois rendre un dossier sur la pédagogie de l'enseignement. Et là, ça péclote. Je ne suis pas en accord, je dois refaire le dossier, ça péclote encore, je dois le refaire à nouveau. Et je décide en fait de ne pas aller au-delà de cette deuxième tentative, parce que je me dis, si ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire, point barre. C'était quelque chose qui ne me correspondait pas forcément, et surtout, j'avais envie de donner une énergie ailleurs. Il fallait que je développe ce pourquoi je vibrais. Et prendre soin des gens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, pour revenir sur mes propos, donc j'ai démarré en parallèle à mes études. C'est que suite à un stage à l'université, je commence à coacher des personnes, et avec une personne, un formateur de terrain sur le milieu, dans la salle. Je vais trouver mes mots aujourd'hui, ça va le faire. Désolé. Donc, c'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Ça rassure. Excuse-moi. Donc, je démarre avec quelques clients qui lui appartiennent. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Je termine mes études, je termine mon bachelor, et au fur et à mesure en fait que je développe mon réseau client, je développe aussi des cours collectifs en extérieur. Ça se fait au fil des rencontres, au fil de la demande. J'aime beaucoup cet univers de réunir et de fédérer. 1, 2, 3, 7, 9 créneaux. Ça commence à faire beaucoup de monde. Je commence aussi un peu à me lasser de l'enseignement, et je décide de chercher un local, parce qu'au final, je suis presque un peu obligé, puisqu'il y a cet échec au niveau scolaire à l'université, où je ne pousse pas mon master jusqu'à la fin. Et là, je me dis, c'est vraiment le moment de développer ce que je veux développer. Quand tu dis te lasser de l'enseignement, c'est l'enseignement à l'université ou en scolaire, mais pas l'enseignement, le coaching, puisque là, tu décides d'ouvrir ta salle. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est une autre forme d'enseignement. Ouais. Enseigner quelque chose à des enfants, les parents, c'était aussi quelque chose d'assez compliqué à gérer, même si j'ai beaucoup moins à gérer qu'un enseignement lambda, un enseignant traditionnel. Mais quoi qu'il en soit, je sens que c'est pas ma voie. Donc c'est pas ma voie, et ma voie, c'est vraiment le côté sportif, avec des personnes qui ont ce volontariat. Quoique, pas tout le monde est trop volontaire dans la démarche au début. Mais donc voilà, je démarre Keep Up en 2015 officiellement, c'est-à-dire qu'il est enregistré à l'Office du commerce. Je trouve ma salle en 2017 avec mon collaborateur Daniel.
Le fait d'avoir eu ce pied dans le coaching privé m'a aidé. Ça m'a amené une sécurité financière parce que derrière, bah forcément, tu lâches l'enseignement, donc tu n'as plus un revenu suffisant pour te dire, ben voilà, maintenant il faut développer le projet, il faut de l'argent. Cet argent, j'ai été aidé aussi par mon père pour lancer le premier projet en 2017 en ouvrant la petite salle, justement le Keep Up. Donc c'est Keep Up à Genève, c'est situé où? À Genève, ouais, exactement, on est dans la zone industrielle des Acacias. Ok. On démarre avec cette salle en 2017, donc en fait de 2015 à 2017, c'est beaucoup justement d'extérieur, de coaching privé, et tu sais que si ton réseau se fait et que ton noyau devient de plus en plus solide, quand tu ouvres une structure, eh ben, tu sais que ça va le faire. Et on est entre guillemets sûr de rien, mais tu as déjà une sécurité. Tu as aussi la sécurité d'avoir quelqu'un de fiable à tes côtés. Donc Daniel, en travaillant avec lui, avec mes coachings privés, ben, j'ai pu lancer assez rapidement ce Keep-Up et subvenir à ses besoins salariales. Ses besoins salariaux? Non. À son besoin financier. À son besoin de salaire. Voilà. Et voilà, c'est ça qu'on avait commencé à dire aussi tout à l'heure. Donc quand tu lances Keep Up, donc c'est en 2017. Ouais. Enfin, tu lances Keep Up, la salle Keep Up. Exactement, Keep Up CrossFit. Donc c'est là où ouais, je viens avec l'entité CrossFit, parce que c'est un univers qui me plaît. J'ai commencé le CrossFit en 2015. C'est une philosophie d'entraînement en laquelle je crois. Et il y a beaucoup de belles choses à en tirer de cette communauté-là. Je ne l'ai pas fait pour la... On me demande souvent, ouais, c'est bien pour te lancer, d'avoir ce quelque chose. Je ne l'ai pas fait pour ça, parce que je croyais déjà en mes capacités de coach à proprement dit. Je l'ai fait parce que le CrossFit me plaît et j'avais envie de mettre en avant... C'était pour l'identité. L'identité, ouais. Mais l'identité Keep Up peut exister sans l'identité CrossFit. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ont peur de se retrouver, d'être le mouton noir. Parce que tu as un petit peu cette sensation aujourd'hui quand tu commences à faire du cross-training. Et je faisais partie de ces personnes qui pointaient assez facilement du doigt. Et au fur et à mesure que tu... Qui disaient que ceux qui font du cross-training sont des faux crossfit voilà, parce qu'ils ne veulent pas payer l'affiliation, par exemple. Exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment une fausse idée. Au final, c'est vraiment une fausse idée. Et en ayant plus de maturité maintenant, ben, tu prends du recul, tu vois les choses et tu te dis, ben, c'est très très bien. Si tu crois en quelque chose, affilie-toi et donne tout ce que tu as, et jusqu'au jour où, comme un mariage, si demain ça va plus dans ce mariage, ben, sépare-toi. J'avais plus... vraiment envie d'être identifié au CrossFit uniquement parce que je veux développer la marque Keep Up d'une manière bien particulière. Et du coup, bah, tu me fais une magnifique transition. La marque Keep Up aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc on est en 2022, c'est 5 ans plus tard. Après l'ouverture de la première salle. Donc la première salle qui fait 180 mètres carrés à peu près. Ouais, exact, 180-200. Cette salle-là a été transformée en Keep Up Studio. Donc ça, c'est une des identités de Keep Up. Je viens de l'univers du coaching privé. Donc, ce serait vraiment un manque à gagner, une bêtise de se dire maintenant je développe le collectif, place au collectif. Je pense qu'il faut réussir à couvrir des domaines assez larges dans le monde du coaching sans se perdre. Mais le simple fait de rester dans le privé, semi-privé, collectif, c'est que tu couvres une palette un peu plus large qui t'amène... Ouais, c'est un revenu, c'est un manque à gagner non négligeable. Et donc il y a l'identité Keep Up Studio, il y a l'identité Keep Up, simple, c'est vraiment le collectif. On l'a appelé Keep Up 2.0 parce que quand on a fait la transition... pour pas se mélanger dans les deux locaux, on disait Keep Up Studio et Keep Up 2.0. Yes. Donc voilà. Quelle taille du coup Keep Up 2.0? C'est 420 mètres carrés, c'est pas énorme. Je le fais. On pourrait avoir plus grand, je pense. Forcément, c'est d'autres enjeux. Ouais. C'est des enjeux économiques, c'est des enjeux géographiques. C'est-à-dire que si tu veux plus grand, il faut commencer à être excentré de la ville. Ouais. Voilà, c'est des questions que tu te poses aussi au début. Le Genevois bouge très peu. Ça, malgré que ça soit une petite ville, ça circule mal. Et quelqu'un qui développe un business,
faut prendre tous ces points en considération. Et le premier point, c'était ne pas se tirer une balle dans le pied en prenant trop grand. Et Donc, en allant trop loin. Et en allant trop loin, exactement. On s'excentrant. Aujourd'hui, combien de personnes sont avec toi dans l'aventure Keep Up et combien de cours par semaine au total, Ouais. que ce soit privé, semi-privé, collectif? Ok, on est 4, je m'inclus à l'intérieur, on est 4 employés. À temps plein, du coup? Alors pas tous à temps plein, Ok. on est 3 à temps plein et une partielle. On a 3 indépendants et des coachs qui louent l'espace à Keep Up Studio. Ok. Donc ça fait environ, on va dire, une dizaine de professionnels qui travaillent dans la famille Keep Up. Et ça c'est dingue, c'est que je suis vraiment très très fier de ça, c'est qu'on est environ à entre 100 et 120 heures de coaching par semaine. Ok. Donc vraiment de cours donnés, on est entre 100 et 120. Ça varie parce que forcément avec les coachings privés, il y a du plus ou du moins. Ouais. Et ces 120 heures de coaching, c'est le privé, le semi-privé et le collectif. Et dans le collectif, pourquoi j'ai voulu un peu me détacher de l'univers CrossFit, c'est que dans le collectif, j'essaie un maximum de structurer le collectif. J'aimerais pas que ça se transforme en fait ça se transforme dans un centre fitness traditionnel ou dans une ambiance où tu as l'impression que les personnes doivent forcément venir se déchirer la tête pour faire des cours collectifs. Ça, c'est vraiment compliqué à gérer. Dès qu'on a cet engouement du nombre, les gens ont très vite cette notion de devoir se défouler. Et moi, je voulais sortir de cet univers-là et je voulais, même dans mon collectif, réussir à créer segmenter un petit peu les cours et avoir vraiment l'aspect renforcement mis en avant, le côté yoga, bien-être, respiration mis en avant, le côté... ça se développe, hein, c'est un produit... En fait, on est sans cesse en train de développer. Bien sûr. C'est pas du tout un produit fini. Chaque jour, il faut innover et puis t'évolues aussi en fonction de toi. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant le 14 mai, justement, on est en train de faire de la publicité pour cet événement du 14 mai à Keep Up Studio. Yep. Ouais, ça c'est important, c'est que je veux que les personnes qui viennent me voir ne voient pas en mes propos la vérité. Ouais. C'est que derrière chaque parcours, il y a un savoir. Mon parcours, j'ai évolué et j'ai évolué grâce à 4 piliers importants, grâce à mon savoir, l'environnement, ma pratique et mon c'était lequel là, des piliers? Environnement. Bah bravo. Bah ouais, j'ai oublié le 4e. Environnement, savoir, pratique. Ton savoir-être peut-être? Ouais, mais ça c'est savoir-être. Et toi? Ouais, exactement, savoir-être. Exactement. Donc les 4 piliers qui m'ont fait avancer en fait. Et tu construis autour de ça, puis ça fait le produit fini. C'est ce que tu vas vendre. Tu sens que ça a touché et ça a contribué à créer l'équipe que tu as aujourd'hui autour de toi? Ouais, ça c'est une très bonne remarque. Je pense qu'au fur et à mesure que tu évolues, tu fais évoluer les autres. Et les autres évoluent et tu évolues. Et c'est cette synergie qui s'est mise en place avec forcément comme point central tes valeurs. Et avoir créé une identité avec des valeurs et une philosophie et une équipe qui gravite autour de ça fait que tu donneras une plus-value à ton espace. Sans cracher sur les chaînes, parce que c'est incroyable ce qu'il y a derrière une chaîne. C'est toujours un être humain qui a démarré avec un local et puis le gars s'est développé. Ça se trouve, je le souhaite à Keep Up. Est-ce que ça va devenir comme ça? Je ne sais pas. Mais forcément que tu as une force que les chaînes n'ont pas, c'est que tu peux créer une réelle identité. Et il faut utiliser cette force-là en tant que petit. Quand tu es petit, il faut utiliser cette force-là. Tu peux mettre une âme. Tu peux mettre une âme, exactement. Ton équipe, elle a beaucoup changé dans les dernières années? Ben non, pas du tout. Ok. On est toujours les mêmes. Cool. Non, on est toujours les mêmes. Je sais, j'avoue, je suis pas quelqu'un de facile. Je suis une personne qui attend beaucoup des autres parce que je suis très rigoureux avec moi-même et j'attends une certaine rigueur aussi de la part de mon équipe.
mais par contre, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est autant valable pour moi. Non, peut-être que j'ai un petit peu moins de bienveillance pour moi-même. Faut que je fasse un peu attention à ça. Ça, faut faire gaffe. Mais, Les cordonniers sont toujours les plus mal ouais, chaussés, c'est ça on le vrai. sait. Mais j'essaye parce que forcément, je suis pas suffisamment en retrait pour le voir. Mais amener les choses avec bienveillance, autant pour mon équipe que pour mes membres, en fait. Et quand tu fais passer un message et puis que tu essayes de dire aux gens, faites pas ci, faites pas ça, faites plutôt ça comme ça, t'es pas en train de les punir, en fait. C'est que tu es en train de faire évoluer la personne et que ta position de professionnel en tant que patron ou de coach, ben, te permet de le faire, mais fais-le avec bienveillance. Je pense que ça, c'est important. On parle beaucoup aujourd'hui et c'est aussi ce qui nous amène ici, à la fois nous ce qu'on essaie de faire avec Fine, c'est-à-dire rassembler la communauté de coachs, toi ce que tu essaies de faire avec Keep Up aussi, de vraiment transmettre cet art de bien coacher, cette bienveillance auprès des coachs, et l'événement qu'on organise ensemble le 14 mai aussi chez vous, versus tout ça. Il y a une armée de nouveaux personal trainers qui arrivent, qui ne veulent pas travailler dans les salles, qui veulent être indépendants. À ton avis, pourquoi ils ne veulent pas travailler dans les salles et qu'est-ce que ça peut leur apporter de travailler en salle, par exemple chez Keep Up? Ouais. Alors moi, je ne pense pas que ça soit le meilleur endroit pour commencer parce que je pense que le meilleur endroit pour commencer, c'est les salles traditionnelles de fitness. Ok. Voilà, c'est mon parcours personnel qui fait que je dis ça. Par contre, la plus-value qu'ils auraient de commencer avec nous, avec Keep Up, c'est l'œil expert, l'art du bien coacher, l'art du bien bouger. Ça, c'est quelque chose que je donne qui fait vraiment un petit peu la différence sur le marché du coaching aujourd'hui. Je pense, je ne suis pas dans la tête de mes clients et forcément on parle d'un élément, mais c'est une multitude d'éléments qui fait que tu fonctionnes, c'est une multitude de choses. Mais pour revenir à ta question, le coach qui va démarrer, je pense que pour faire ses armes, il faut qu'il se confronte un petit peu au champ de bataille. Okay. Et voilà. Et le champ de bataille, c'est vraiment les salles de fitness. Tu dois te démarquer, tu dois faire avec les heures de pointe. Quand tu es dans une salle et puis que tout d'un coup c'est plein, tu dois apprendre à être créatif. Le métier de coach, c'est être créatif. Ça, c'est la première des choses. Si tu es un borné de service et puis que tu structures les choses de manière très rigide, tu vas aller nulle part. Il faut réussir à faire avec tous ces éléments, et tous les éléments, c'est jongler avec la personne que tu as en face de toi, ses objectifs, l'humeur, l'environnement dans lequel tu évolues, et toutes ces choses, tu les apprends pas sur un banc d'école et tu les apprends pas derrière des réseaux sociaux. C'est en allant, comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette image du champ de bataille, c'est en allant sur ce champ de bataille que vraiment tu te forges, tu dois faire ta place aussi. À partir de quel moment tu penses que tu peux te lancer tout seul? On en parlait beaucoup, il y a beaucoup ce sentiment souvent chez les jeunes coachs, au bout d'1 an, 2 ans, où effectivement ils ont commencé en salle parce que c'est vrai que c'est assez accepté que se lancer tout seul c'est difficile. Et après 1 an, 2 ans, ils vont avoir l'impression de déjà tout savoir, plus ou moins. Et puis, c'est bon, maintenant, je peux me lancer tout seul, j'ai plus rien à apprendre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est 1 an ou 2 ans? Ou est-ce que... Comment toi, tu la vois, l'évolution? Je pense que c'est propre à chacun de savoir quand est-ce qu'on se sent prêt. De toute façon, j'ai presque envie de dire qu'on se sent presque jamais prêt. Enfin, me concernant. Il faut respecter certaines étapes. Et pour moi, la première des étapes qui semble la plus logique, c'est l'étape financière. Est-ce que tu peux subvenir à d'autres charges financières? En étant dans un fitness traditionnel, c'est du pain béni. Aujourd'hui, ils te demandent, je sais pas, entre 900 et 1200 francs par mois. Quel local où tu as des douches, tu as un vestiaire, tu n'as pas de charge, tu t'occupes même pas du ménage. Alors si tu t'y plais pas, c'est une chose. Mais derrière, tu te rends compte que tu n'as plus qu'à penser qu'à ton coaching.
Et ça, il faut en profiter le plus longtemps possible. J'ai presque envie de dire, c'est le moment où tu vas quitter le cocon familial à la maison. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu vas t'asseoir, tu as ta lessive qui sera prête, tu as ton plat, tu vois? Cette image, elle est... Coupage de cordon, quoi. Exact. Et je pense que cette étape, j'arriverai pas à te donner un laps de temps, mais moi, ce qui a fait que, c'est que financièrement, j'étais capable d'assumer un local. Ok. Et puis, Et tu pensais avoir assez de clients aussi pour... voilà, exactement, suffisamment de clients dans le sens, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. On va voir si l'enregistrement s'est pas coupé pendant que le téléphone En s'est fait, mis en veille. l'ordinateur s'est mis en veille. Vous êtes en live. Et On est non, ça toujours s'est en pas live, coupé. voilà, c'est bon. Magnifique. On est toujours là. Ouais, donc effectivement, il y a une étape, Il y a une des étape étapes. financière, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'en termes de... Et puis pour compléter la question, excuse-moi de t'interrompre, Vas-y. si tu fais le pas de sortir ou même pas, des fois ils sont dans cet univers-là, mais ils s'enferment. Mhm. Si tu pars dans ton côté, c'est assez important et je pense que là, Find aura un réel poids si Find est toujours là pour dire à ces jeunes, venez, on parle d'un sujet tous ensemble. Et comme on l'a fait avec Sean, en fait, c'est ces tables rondes qu'on a mis en place parce que ne restons pas dans notre coin à travailler. Et c'est pour ça que je voulais te dire, des fois tu le fais inconsciemment, même en étant dans une salle de coaching et puis que tu as 1000 autres coachs ta concurrence, tu la vois comme une concurrence, mais cette concurrence, elle est plus que bénéfique. Elle te fait évoluer, elle te fait vouloir être le meilleur, mais tu peux très bien être avec ton frère, t'aimer d'un amour fraternel vraiment fort, et derrière, quand vous allez jouer au foot, vouloir être le premier à marquer. C'est une image, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ce que tu veux dire par là, c'est que ceux que tu peux voir comme tes concurrents dans la grande salle, dans les salles traditionnelles, peuvent en fait être des partenaires, des gens avec qui tu peux discuter, exactement. ou même des compétiteurs qui vont tirer vers le haut. Tirer vers le haut, exactement. C'est une synergie qui se met en place. À toi d'utiliser les bons outils pour te propulser vers le haut. C'est ça qui est important. La question que j'allais te poser tout à l'heure, c'était au-delà de l'étape financière, en termes d'étapes, alors de formation technique ou d'évolution, de savoir-être ou de connaissances ou purement technique, est-ce que ça, on évolue tout le temps? Ou est-ce qu'il y a un moment, on est prêt et puis c'est bon, après on peut travailler tout seul? Parce qu'après en tant que personal trainer, t'es tout seul souvent. Oui. Tu t'es jamais prêt dès l'instant où tu te lances pas. Je crois que c'est Ken qui fera partie de la table ronde du 14 qui disait t'es pas prêt à être père tant que ton enfant n'est pas là. C'est lui qui a fait cette image et elle est très très juste. Et je ne suis pas père, mais je suis père d'un enfant qui s'appelle Keep Up et tant que tu te lances pas, tu vois pas l'effet que ça a. Ouais. Donc c'est là que tu vas apprendre. Il est extrêmement important de se dire, ok, j'ai les armes suffisantes pour coacher quelqu'un, l'aspect pratique, voir la correction, le coach à proprement dit, le bois brut. Ouais. Mais après, si tu veux vraiment construire quelque chose, ben, il faut se lancer, sinon tu pourras jamais te construire, ça c'est sûr. Et c'est quoi les éléments les plus importants pour toi pour durer justement dans ce métier-là? Se remettre en question, écouter ce qui se dit, voir ce qui se fait, mais rester soi. Ça c'est extrêmement important et je pense que je suis mieux passé pour le dire. J'ai eu plusieurs casquettes, il y en a avec du recul où c'est pas que j'étais différent, c'est que j'étais moi à cet instant de ma vie. J'ai été le compétiteur, j'ai attiré autour de moi des compétiteurs. Toi, bien sûr, tu attires ce qui te ressemble. T'attires ce qui te ressemble, exactement. Mais après, tu fais ce tout et puis aujourd'hui, c'est Keep Up. Donc les étapes de ta vie ressembleront à ce que tu fais et à ce que tu vas attirer. Donc voilà, je crois avoir répondu à ta question. J'ai même oublié la question en cours de route. On parle, mais c'est passionnant. Et donc, moi, je voulais que tu nous parles beaucoup d'équipes. Et c'est vrai qu'on en a parlé de qu'est-ce que ça peut apporter à des coachs de rejoindre des équipes, que ce soit... alors des débutants, t'en as parlé, mais même des coachs un peu expérimentés qui parfois peuvent avoir l'impression que tout seuls ils seront mieux. En fait, qu'est-ce que ça peut leur apporter chez eux? Est-ce que c'est
transparent pour toi, puisqu'on l'a dit dans Radio Vestiaire, on déshabille les produits fitness et on pose des questions indiscrètes. Est-ce que c'est OK pour toi de nous parler éventuellement des conditions de travail chez Keep Up, des salariés par exemple? Ouais. Pour répondre à ta première question, donc oui, il y a des coachs expérimentés qui vont rester seuls, qui vont travailler comme des loups solitaires. Je pense que c'est OK pour eux, s'ils fonctionnent comme ça, s'ils arrivent à évoluer de leur côté, c'est très bien, mais je pense que tu restes à une échelle en fait. Ça veut pas dire que tu n'évolues pas personnellement, je dis pas ça, c'est juste que tu as visé un certain nombre de clients et tu vas rester avec cette dynamique-là. Donc ça c'est... Et en te mélangeant et en partageant, tu ne perds rien. Ça c'est aussi important. Si tu partages quelque chose avec quelqu'un, lui va te le rendre d'une autre manière et cet échange fait qu'il y a un savoir réciproque qui nous fait grandir tous les deux. Ça c'est important et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant avec Sean et avec ta venue et tout ce que tu mets en place avec nous. C'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de dire nous on sait, mais c'est qu'est-ce que nous savons, mettons ça ensemble sur une table et partageons. Donc je reviens vers ta question. Pour ce qui est de Keep Up, l'équipe Keep Up, les choses se sont faites petit à petit. J'étais tout seul. J'ai fait venir du monde parce que je ne pouvais pas tout gérer. On dit très souvent il faut apprendre à déléguer. Il faut le faire, mais avec les bonnes personnes. Ça, c'est compliqué. Je pense que c'est le plus difficile. Il faut avoir aussi des bonnes cojones pour prendre des employés. Parce que comme c'est un peu des enfants à ta charge, en fait, que tu décides d'avoir. Et ça, peu de gens s'en rendent compte. C'est que derrière, c'est une charge salariale. La personne, elle a une certaine attente financière. Aujourd'hui, Ken en avait parlé, c'était quoi? C'était aux alentours de 4000, 4500 dans les salles de fitness. Dans les salles de fitness, exactement. C'est 4000, 4500 bruts. Pour des temps pleins, où il y a en général moins d'une dizaine de cours collectifs, ou à peu près une dizaine de cours collectifs par semaine, et un peu de programmation. Et sinon, il y a beaucoup d'accueil, de rangement de serviettes et de servir des cafés. Nous, on est aux alentours de entre 5000 et 5005. Ça, c'est pour un 100%. La personne va beaucoup plus être dans le coaching et elle va avoir aussi quelque chose à gérer dans la salle, comme par exemple faire des shakers protéinés, nettoyer une fois la salle, toutes ces petites tâches qui font partie intégrante de la vie d'une salle, quoi. Et font partie de leur contrat de travail. Et c'est compliqué d'avoir une équipe, non pas parce que tu es face à des êtres humains, oui, ça c'est déjà une des premières complexités, mais parce qu'en fait on nous apprend pas. T'arrives dans le métier et t'es coach en fait. Moi je suis coach et déjà la première des choses c'est gérer le client et là tout d'un coup tu te rends compte que tu dois gérer une équipe. Et gérer une équipe en fait je pense que comme dans n'importe quel couple, dans n'importe quelle relation que tu as avec tout être humain, la communication est la place la plus importante. Des fois dire quelque chose c'est difficile mais il faut le faire et surtout que tu tisses des liens avec une équipe qui devient plus qu'une équipe qui sont tes amis et puis Daniel est un ami à la base et forcément que c'est une complexité supplémentaire dans l'équation. La répartition des tâches, je vais jamais donner quelque chose que moi je n'ai pas fait ou que je suis pas capable de faire. Enfin, je me comprends, tu vois. Plutôt dans le management par l'exemple et dans des choses que toi tu as déjà faites, que là tu vas pouvoir déléguer. Déléguer, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu dis très justement, on nous apprend pas? Ça fait partie des constats qu'on a fait et souvent fait ensemble sur le fait que les coachs, qui soient jeunes ou expérimentés, soient souvent formés techniquement, mais qui n'aient pas forcément de formation sur les différentes manières d'exercer sa carrière, donc en tant que salarié, en salle, à l'extérieur, tout seul, ouvrir sa salle, etc. Et après, pour ceux qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat, qu'ils ne soient pas accompagnés. C'est vrai. Donc là, on n'est pas accompagné, on est accompagné par l'expérience. C'est l'expérience qui fait que. Et il y a aussi cet aspect
mince, comment on dit, j'ai oublié la personnalité, ouais, notre personnalité. Bien sûr. J'imagine que c'est très compliqué pour quelqu'un de timide de faire sa place et puis de faire valoir son savoir. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très compétent, mais qui va pas pouvoir transmettre quelque chose à une équipe. Ouais. Et puis, à partir du moment où derrière la communication, tu apprends à y mettre des instructions, tu vois, tu apprends à y mettre des attentes, tu apprends à mettre des objectifs. Bah, toutes ces choses-là font que bah, tu as une équipe qui fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, une personne qui n'a pas une âme d'entrepreneur, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Tu as beau écouter tous les podcasts sur mindset et autres, je pense que la personnalité, le charisme, toutes ces petites choses ultra importantes qui font que tu deviens un leader, parce qu'en quelque sorte c'est un peu ça, pèse dans la balance pour avoir une équipe autour de soi. Alors, question à 1000 points, ça s'apprend d'être entrepreneur ou pas? Ça s'apprend sur le terrain, ouais, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de remises en question, mais j'ai presque envie de dire 70-30. Ça veut dire je laisse 30% à ceux qui n'ont pas l'âme de... Je sais pas comment répondre correctement à cette question sans... Qu'est-ce que tu entends par 70-30? 70-30, ça veut dire que... Ouais, pourquoi 70-30 T'as 70%, c'est ton âme, et 30% c'est ce que t'apprends? Non, Non. c'était que quelqu'un qui... Je vais encore faire une image. Vas-y. On aime les images. Quelqu'un qui joue au foot et qui arrive à faire des passes correctement, est-ce qu'on va pouvoir le mettre sur un terrain de foot à dribbler des gens et avoir le brassard de capitaine? Voilà. Et on va dire que le 30%, c'est quelqu'un qui sait faire des passes. Ouais. Et puis le 70%, c'est commencer à aller sur le terrain, dribbler et avoir le brassard de capitaine. Ça peut se travailler. Je pense que il faut quand même se sentir capable de porter une mission. Ça, c'est ultra important. Tu as une mission de gérer une équipe et puis de diffuser en fait les valeurs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers toi, tu te dois de donner plus que des instructions, mais tu dois transmettre des valeurs, des consignes, quelles sont tes attentes, comme je l'ai dit, fixer des objectifs. Et ça, je ne savais pas très bien le faire. J'apprends encore beaucoup à ne pas laisser les choses dans le vide. Espérer que les choses se feront par elles-mêmes. Ça, c'est une énorme erreur. Espérer que les choses se feront par elles-mêmes, je pense que si tu réussis au fur et à mesure ton emploi du temps, en fait, il faut faire en sorte que toi, tu sais que tu vas coacher du collectif, du privé, tu vas avoir du temps pour tes employés, tu vas avoir du temps pour ton admin, du temps pour toi-même. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que je laisse trop de côté. Mais prendre du temps pour tes employés, se réunir, discuter, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qui est capable de faire ci, qui se sent de faire ça. Bah, c'est ça, c'est distribuer aussi. J'essaie de faire ça, de ressentir ce que la personne a en face de moi, la personnalité de la personne, qu'est-ce qu'elle est plus capable de gérer. Et puis je fais pas toujours tout juste et pas toujours faux, mais on essaye. Et je pense que c'est en essayant qu'on apprend. Voilà. Est-ce que si tu avais le choix d'être salarié, tu le choisirais aujourd'hui? Avec moi comme patron, jamais de la vie. Non, je rigole, je suis mon propre patron. Dans ma tête, je me donne trop d'ordre. Non, mais j'arriverai pas. Maintenant, t'es fait pour ça. Ouais, exactement. Je suis fait pour ça et j'en parlais, je sais plus avec qui. Ce serait très difficile de revenir en arrière. Et revenir en arrière, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière, mais si tu dois aller dans des projets, je le verrais toujours plus comme une sorte de collaboration. Mais sentir qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, ce serait difficile. Et est-ce qu'au contraire, tu penses que ceux qui travaillent avec toi, qui sont salariés, aujourd'hui, s'ils pouvaient avoir ta place ou une place d'entrepreneur, est-ce qu'ils la prendraient? C'est une très bonne question. Il faudrait leur demander. Est-ce que je ne peux pas répondre à leur place? Ce que j'essaie de faire un petit peu plus, c'est de leur laisser un peu plus de place et un peu plus de choses. Ça, c'est un de mes défauts.
je parle de moi, on dirait une séance de psychologie, mais en fait, c'est parce que C'est un peu ça les podcasts. Ouais, mais c'est peut-être parce que quelqu'un m'entendra et puis se rendra compte que, en fait, si tu laisses plus de place à ton équipe, les couleurs du tableau feront que le tableau sera d'autant plus beau. Mais tu as toujours le maître qui va regarder le tableau puis qui va dire attention, j'aime pas trop cette couleur, etc. Donc, à partir du moment où tu laisses quand même une place à ton équipe, ça te soulage aussi au niveau des tâches. Bien sûr. Donc voilà. Tu m'as fait une magnifique transition parce qu'on parlait tout à l'heure d'imposer un certain esprit quand on ouvre une salle. Au-delà des chaînes qui, elles, ont certes un esprit aussi, avec parfois un peu moins d'âme, mais un esprit qui est bien défini et quelque chose de très normé. Parce que pour dupliquer des salles, il faut être très normé. Ouais, c'est ça. Dans les salles indépendantes comme Keep Up ou comme la salle que moi j'ai créée aussi, on essaye de mettre une âme assez forte et un état d'esprit assez fort. Et quand tu parles de laisser de la place à son équipe et que chacun va mettre sa couleur sur le tableau, est-ce que tu penses que du coup l'entrepreneur c'est celui qui dit moi j'aime pas, ou c'est plutôt celui qui coordonne toutes les couleurs qui sont mises sur le tableau pour que ça rende le style de tableau qu'on veut donner dans cette salle et dans cet état d'esprit? C'est une très belle image. Je pense que les deux sont possibles. Ok. Je pense que les deux sont possibles. Moi, je fais plus partie de celui qui va dire moi, j'aime pas cette couleur, je préfère. Parce que Keep Up, c'est toi. Ouais, exactement. Mais un peu plus de pastel, etc. Et je pense que c'est ça. Et il y a plusieurs questions dans ta question. C'est vrai que c'est une très bonne remarque que tu as faite. Les grandes structures, les grandes chaînes, en fin de compte, il faut pas les blâmer. Enfin, dans le sens qu'on a l'impression qu'il faut absolument les descendre et autres. Mais il ne faut pas oublier que c'est des personnes à l'intérieur qui travaillent. Et puis, chaque personne, c'est un énorme immeuble et il y a cet appartement. Et puis, chaque personne est dans cet appartement et va donner une âme à son appartement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à donner une âme à tout l'immeuble. Et ça, je pense que c'est les grandes chaînes. Donc, à toutes les personnes, à tous les coachs qui travaillent dans ces chaînes-là, faites du bon travail parce qu'au final, vous allez décorer votre appartement de manière unique. Et vous allez faire rentrer les personnes dans votre appartement. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une grosse chaîne, que vous êtes mal vu et autres. Et en fin de compte, pour maintenant revenir à ta question, avec le coordinateur de ce tableau, l'artiste, le leader, le leader, c'est celui pour ma part, c'est celui qui coordonne et qui dit non, ça j'aime pas, on va plutôt aller dans cette direction-là. C'est le garant de la vision. C'est le garant de la vision, exactement, le garant des valeurs. Ça, je pense que chaque leader a sa manière de faire et de voir. Et après, avec les personnes qu'il y a autour, c'est les personnes... En fait, si tu ne te sens pas attiré par cette énergie de leader, pars. Si tu n'es pas attiré par l'environnement de cette salle, de cette grosse structure, pars. Il n'y a jamais rien qui te retient. Je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que il n'y a pas forcément de connotation positive ou négative à donner à celui qui est le leader, celui qui ne l'est pas, celui qui est salarié, celui qui est entrepreneur, celui qui est dans une grande chaîne. Il y a déjà des correspondances avec certaines personnalités. Et puis, il y a une question d'appétence aussi pour la responsabilité. T'en parlais aussi c'est très très bien dit ce que tu dis. Tout à l'heure. Ouais. Je suis leader, certes, j'ai mon nom, mon visage, mon pouvoir, bien sûr. Mais j'ai aussi une responsabilité, je porte les gens qui sont avec moi, et je peux pas m'endormir. J'ai un grand leader de l'armée en conférence qui disait si toi tu t'assois, ton équipe se couche. C'est dingue. C'est très très beau ce que tu dis et ça vibre vraiment en moi parce qu'au final, j'ai été vraiment mis à terre avec la période Covid, émotionnellement parlant. Financièrement, ça a été, même si on a été assez délaissé, je pense qu'on a été trop mis à mal par rapport à ce qu'on devait vivre. Moi, j'ai été démonté. J'ai vraiment été démonté et je pense que si j'avais pas l'équipe que j'avais aujourd'hui, moi je me suis mis à genoux, eux ils se sont peut-être assis pour faire l'image de cette... C'était quoi C'était un général militaire. Un général militaire, merci. Ouais. Oui, on porte ces personnes, on porte beaucoup de monde. Il faut faire attention à soi. Faut faire vraiment attention à soi. On a des gens
qui dépendent de nous. Et je m'en rendais pas vraiment compte en fait. Je m'en rendais pas vraiment compte au début parce que tu le vois comme un jeu. Il faut vraiment prendre la vie aussi comme un jeu parce que sinon je pense que si tu prends trop les choses au sérieux, c'est pénible à vivre. Ça c'est quelque chose qui m'a fait trop mal, c'est que dès l'instant où j'ai vu qu'on nous faisait subir quelque chose de très difficile à vivre, moi qui ai été impacté, mon équipe était là pour me soutenir. Et ça va pas que dans un sens. Je pense que je porte des responsabilités, mais on se porte les uns les autres. Et ça, c'était très très beau et je leur dois vraiment beaucoup par rapport à ça. Parce que des fois, tu te remets vraiment en question. Des fois, tu as deux doigts de dire moi, je plaque tout. Je plaque tout, je veux plus subir ça. Et le Covid a été presque pas la goutte de trop, c'était la tempête de trop. C'était trop. Pas le problème en soi Covid, hein, je dis l'aspect oui, tout l'aspect financier, entrepreneurial, ouais, exactement. Moi, je trouve ça beau de pouvoir dire aujourd'hui que ça allait dans les deux sens et que ça va dans les deux sens et je trouve ça vraiment chouette et je le ressens aussi parfois avec une partie de mon équipe qui est vraiment proche et où je sens qu'effectivement ils nous donnent aussi. Ils nous donnent, ils sont reconnaissants et puis ils se donnent aussi. Alors certes, c'est pas du tout qu'ils pourraient pas être leaders, c'est que ça leur correspond pas forcément, certains voudraient pas forcément avoir ce truc-là et du coup ils peuvent être assez reconnaissants de se dire bah toi tu portes cette casquette-là et c'est chouette et moi je vais te le rendre en me rendant disponible, en étant plutôt flexible sur mes horaires, en faisant ce que je peux quand je peux. Par exemple, et ça c'est effectivement assez chouette. Et ça vient effectivement de cette gestion bienveillante et de cet état d'esprit aussi qu'on a donné. Je le vois comme ça aussi. On a parlé de plusieurs sujets qu'on voulait aborder et évidemment de à peine 1/10 de ceux que je voudrais aborder si on ne veut pas faire 2 heures de podcast. Ah oui, déjà 45 minutes. Déjà 40 minutes. 40 minutes, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler rapidement rapidement ou pas d'ailleurs, de ce qu'on va faire le 14 mai ? Oui. Alors, le 14 mai, qu'est-ce qui se passe chez KeepUp ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à KeepUp Studio, on va réunir 4 entrepreneurs. Donc, Ken, Sean, toi et moi, pour discuter autour du coaching et du monde de l'entrepreneuriat. Je sais qu'on a tous nos points forts. Moi, mon point fort, attention, je ne sais pas si je me trompe, c'est pas pour me mettre plus en avant que d'autres, c'est aussi... C'est toi la star de cette voilà, journée. c'est la star, exactement. Merci. Merci de me mettre mal à l'aise. J'ai chaud. Non, ton point fort. Mon point fort, c'est mon parcours peut-être. Voilà, je dis peut-être. Parce qu'au final, j'ai porté pas mal de casquettes. J'ai traversé pas mal d'étapes. J'ai évolué avec... de seul en privé à seul en collectif à tout gérer maintenant. Je parlais de ces 4 piliers justement qu'il était important pour moi de mettre en avant et puis justement je vais prendre mon téléphone parce que ça m'a tellement foutu le doute de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est où ? Tac. C'était ça. C'était l'environnement dans lequel on évolue, notre propre pratique, nos clients et notre savoir. Ces 4 choses-là, c'est ça que j'aimerais développer le plus et discuter autour de ces 4 thèmes pour que le coach qui est en nous se développe le mieux possible et l'entrepreneur également. Et alors, cet événement, il s'adresse à qui ? Je pense qu'il y a tout le monde qui veut se lancer, donc le coach apprenant ou le coach en place. Pour savoir pourquoi telle étape ne débouche pas sur une autre ou voilà, c'est vraiment ce principe de se dire Saverio a déjà une vision, plusieurs des personnes qui seront là et intervenants ont aussi un parcours. Qu'est-ce qui fait que moi ici je suis bloqué, qu'est-ce qui fait que moi ici je me sens en retard ou pas assez développé, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je pense que cet événement est important. C'est que à titre de développement personnel et professionnel, on va avoir des clés, amener des clés à ces personnes-là.
Et échanger aussi, tu te disais tout à l'heure, l'échange est important et seul on apprend forcément moins, ou en tout cas c'est plus difficile de ne pas avoir de vision extérieure. L'objectif de cet événement, donc, c'est de réunir ces 4 entrepreneurs dont je suis ravie de faire partie, et toute une communauté aussi de coachs en devenir ou déjà établis, pour échanger aussi et partager des bonnes pratiques. Ouais, clairement. Chacun avec notre expérience, et il me semble qu'on s'était tous bien mis d'accord, et je trouve que c'est important de le redire dans le podcast, pour dire que ce sera des tables rondes et non pas des séminaires où on va balancer un espèce de savoir de nous on sait. C'est pas du tout ça, on va permettre de soulever des questions, partager des expériences, lancer des débats, pourquoi pas, pour faire avancer tout le monde. On a déjà fait 2 tables rondes avec Sean, on avait réuni 2 fois 20 personnes, c'était chouette, ça s'était super bien passé. Toi, t'es venu mettre ta touche personnelle qui est fantastique d'ailleurs. Ton carnet rose avec Find. Non, mais c'est cool. On remercie aussi Boca pour le sponsoring, le repas qui est inclus dans les frais de ce séminaire. On va vraiment donner, je pense, une plus-value à cet univers du coaching en réunissant des personnes qui évoluent peut-être seules ou qui ont peur de mettre en avant leurs idées, par peur qui se posent des questions. Et je sais qu'on trouve beaucoup d'informations sur les réseaux, à travers les podcasts et même à travers Instagram. Mais je pense que des fois, le simple fait d'avoir quelqu'un en face avec qui discuter, qui a vécu certaines choses, ça a une plus-value. C'est hors de prix. C'est pas hors de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, merci. N'importe quoi. C'est hors de prix. Ça n'a pas de prix. C'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, pour toi, l'importance de la communauté au quotidien, tu le vis comment ? Est-ce que tu échanges souvent, que ce soit avec ton équipe, avec d'autres coachs ? Comment tu l'entretiens, ça, cette partie échange communautaire ? Ce qui limite l'échange, c'est le temps. Ça veut dire que la personne qui doit prendre le temps d'échanger, ça coûte, mais je pense que ça rapporte. On le paye en temps, mais on le gagne en savoir. Et à partir du moment où tu prends du temps déjà, moi, mon importance ultime, c'est mon équipe. Donc, ça veut dire que c'est avec eux que je vais beaucoup échanger parce que je veux savoir si tout se passe bien et puis si on fait bien les choses. On fait ça 1 fois par mois. Et derrière, continuer à rencontrer des personnes dans le milieu professionnel déjà implanté, parce que ça fait vraiment du bien de parler. Ça stimule, ça c'est dingue. J'ai vu Kevin Ferreira, suisse, l'autre jour, on a bu un café et c'est super stimulant de parler. Tu te redonnes de la force, on a tous des coups de mou, on est humains. Les personnes ont l'impression que tout est rose, tout nous réussit, que tout va tout juste, mais pas du tout. Ça c'est la pointe de l'iceberg. Vraiment, il y a toutes ces... Derrière le succès, c'est beaucoup d'échecs. Et ça, c'est une phrase un peu bateau qu'on pourrait mettre sur Instagram, mais c'est la triste réalité. Il y a beaucoup de fatigue. Ça, c'est le prix à payer. Le travail et la fatigue, je pense qu'on ne peut pas faire sans. Si tu n'es pas prêt à mettre ça dans la balance, tu vas devenir entrepreneur. Il y a comme une charge de fatigue émotionnelle qui est importante. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et à prendre en considération dans sa propre pratique et son environnement pour prendre soin de soi. Faire attention à peut-être être suivi psychologiquement par un thérapeute. Tous les soins qu'on pourrait s'octroyer sont très importants. Je pense que ça, c'est... Et heureusement, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur pour réussir. Voilà. Un des constats qu'on a fait avec Find, mais qui est assez validé par toute la communauté, c'est qu'il y a une espèce d'énorme fossé aujourd'hui entre les salles et les coachs, et que les coachs ont beaucoup plus de mal à se projeter en salle, à évoluer en salle. Peut-être que ça peut être intéressant de réparer le lien pour permettre à ceux qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas être entrepreneurs, ce qui est encore une fois pas du tout une fin en soi, de pouvoir justement évoluer au sein d'environnements bienveillants, avec tous les investissements qui ont été faits aussi pour le matériel, etc. dans les salles, et pouvoir évoluer en tant que salarié avec des vraies carrières. Clairement. Je pense que je suis plus dans l'univers salle de fitness pour avoir un avis bien tranché par rapport à ça, mais de mon point de vue personnel et de ma petite expérience, vraiment
en tirer du plus dans les salles, parce que derrière, c'est là où tu te fais ta clientèle sans prendre trop de risques, en fait. Bien sûr. Après, quand on dit salariés dans les salles, ça peut aussi couvrir ceux qui sont salariés, par exemple, chez Keep Up ou dans d'autres salles indépendantes, et qui auraient, voilà, comme tu disais, il faudrait leur demander s'ils voudraient prendre ta place, mais peut-être que certains diraient oui et d'autres diraient non. Je sais plus sur quel podcast, que j'en écoute des milliers, je suis tellement mauvais pour retenir les noms et les prénoms. Et je pense que la meilleure des choses, c'est il y a des personnes qui adorent être employées, mais avec une âme d'entrepreneur. Et je sais plus comment est-ce qu'il y a un titre qui a été donné. Les intrapreneurs. Les intrapreneurs. C'était sur ton podcast? Je crois pas que c'était dans mon podcast. Non? Mais je peux m'en attribuer le mérite, mais je suis pas sûre. Ouais, ben ça, je pense que c'est des personnes qui doivent être très très rares sur le marché, mais qui doivent être incroyables à recruter. Mais... Qui aiment entreprendre en tant que salarié au sein de leur entreprise. Ouais, ça c'est dingue. Je pense que si tu arrives à fonctionner avec une certaine bienveillance, une belle dynamique dans ta salle, et puis faire naître cette âme-là chez tes employés, c'est tout bénef pour toi. Mais il faut aller par contre les titiller. Il faut aller créer des petits projets, créer des petites choses. Je le fais dans ma salle, on développe un petit projet, puis je donne la responsabilité à la personne de le faire. Et je le dis de A à Z. Et j'apprends à me dire, ça ne sera pas fait comme moi je l'entends à 100%. Je suis derrière pour valider certaines choses, et ça je l'apprends. Et je l'apprends que aujourd'hui, à 34 ans. J'ai commencé à devenir quelqu'un qui commençait à voir mieux les choses à 30 ans. Avant, je naviguais. Là, tu tiens un petit peu plus la poupe et tu commences un peu à vraiment diriger ton bateau. Quand tu es rentré dans le champ de bataille à 28 Non. Quand tu as lancé vraiment Keep Up, tu as ouvert vraiment la salle? Ouais, de 22 à 25, j'étais un peu tranquille. Ouais, on va dire 28, ouais, exactement. 28 ans. Il t'a fallu quelques années d'expérience, mais on parle beaucoup des 3 premières années aussi de lancement de j'allais boîte. le dire. Je pense que tous les 3 ans, Il y a une espèce de mue. Ouais, il y a une mue, ouais. Je pense que tous les 3 ans, il y a une sorte de mue, vraiment. Ouais. Parce que là, je me projette déjà pour le futur Keep Up. Pas futur, il y a pas un virage à 180 degrés à faire, mais quel service, comment je vais faire évoluer mes services, qu'est-ce que je peux donner de plus, qu'attendent mes clients. Derrière, il ne faut pas changer du noir au blanc, mais toujours se renouveler et puis faire avec, comme je l'ai dit au début du podcast, écouter ce qui se dit, voir ce qui se fait, mais garder ton âme et garder ces valeurs qui font qu'aujourd'hui, on reconnaît Keep Up pour ce que c'est. Ouais, très, très clair. Pour terminer cet épisode, j'ai un petit rituel de fin d'épisode Find, mais vu que tu les as tous écoutés, tu dois le savoir. La question magique, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans le milieu? Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans le milieu? Après, il y a toujours une réponse théorique et une réponse pratique. La première qui sort. La première qui sort, qu'est-ce qui manque dans le milieu? Je pense qu'il manque une passerelle justement pour que les coachs en devenir puissent réellement... Ouais, voilà, c'est ça. Pour que ces coachs en devenir puissent avoir un peu plus de terrain. Je pense que après toutes ces formations, tout ce qu'on met en avant le 14 mai, c'est un peu ce genre de passerelle que je propose. Je dis, mais venez écouter ce qui se dit, parce que vous avez jamais vraiment été sur le terrain. C'est encore une fois cette image du champ de bataille. Tu vas passer d'une étape à une autre, mais qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Oui, c'est l'expérience. Alors va vers des gens qui ont fait pour vraiment te rendre compte de ce qui fonctionne ou pas. Les temps évoluent. Forcément, si tu écoutes quelqu'un des années 90 qui parle de son vécu, il est peut-être plus en adéquation avec les années 2000. Donc, années 2000, c'est déjà en retard. 2020, il faut vraiment dire années 2020. Ouais, c'est ça. Donc voilà, une passerelle, je pense que c'est important. Typiquement, j'accueille des personnes. Il y a des coachs qui me contactent, il y a des personnes de France. J'ai même fait des fois des séminaires à distance pour discuter. Il y a des personnes qui viennent me voir travailler sur une semaine, qui veulent apprendre. Et je pense que c'est quelque chose que je vais de plus en plus développer, sans être sous une tutelle, parce que souvent tu dois être une école formatrice ou j'en sais rien. Il n'y a pas besoin de ça. J'ai pas envie. En plus, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je pense que tu as des comptes à rendre après, et puis derrière, tu dépends trop d'une entité. Moi, des personnes
m'ont gentiment demandé s'ils pouvaient venir voir, etc. Puis j'accepte bien volontiers. Ouais. Tant que c'est fait avec... tant que la personne me plaît, on va dire qu'il n'y a pas cet aspect sensu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au niveau humain, il y a un Exact. vrai partage. Exactement. Donc plutôt du mentorat. Du mentorat, ouais, exactement. Ouais, mentorat. Ça, c'était la réponse... c'est la réponse théorique-pratique. On va dire qu'il faut réussir à trouver... Pour moi, c'était assez clair. C'était assez clair. Quand tu dis qu'il manque des passerelles, effectivement, entre l'expérience et la théorie. Et je rajouterais même un petit peu l'utopie de ce qu'est une vie de personal trainer. Ouais. Où certains peuvent avoir l'image que c'est facile et puis voient pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que tu as vraiment bien expliqué les responsabilités qu'il y a à entreprendre, etc. Et toutes les voies possibles. Toutes les voies possibles, exact. Il n'y a pas une voie qui est juste ou qui est fausse. Il faut juste en connaître les difficultés. Et tu as dit quelque chose au tout début de ta phrase et maintenant ça m'est sorti de la tête. Ça vient de quitter mon esprit. Et ces personnes qui se lancent dans le milieu, il faut être prêt aussi à payer des formations en fait. Parce que derrière, tu as des jeunes qui doivent apprendre, mais si tu n'as pas faim, tu n'as pas soif d'apprendre et que tu n'es pas prêt à investir un minimum sur toi, ça ne va pas tomber du ciel. Et on ne va pas te l'amener sur un plateau. Donc ça, c'est aussi important que ces jeunes, lorsqu'ils acquièrent un savoir, c'est qu'une toute petite partie du métier. Et que tu as des écoles où tu as des formations en ligne, où tu as des formations qui sont proposées. Le mentorat de Kevin, par exemple, ce que toi tu risques de mettre en place avec Find et puis d'avoir une sorte de label. Toutes ces passerelles-là ont quand même un prix. Et après, probablement qu'ils pourront voler de leurs propres ailes. Mais c'est un investissement. Voilà. Merci Saverio pour Merci. toutes ces infos, pour cette discussion très intéressante. J'espère avoir été assez structuré dans mes idées parce que ça, dans la tête d'un entrepreneur, faut pas oublier. Ça, c'est plein de signaux électriques qui partent un peu dans tous les sens. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je me réjouis qu'on se retrouve le 14 mai chez Keep Up. Pour les inscriptions, ça se passe sur find.sport, find avec 2 i, find.sport. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook un peu, sur LinkedIn. Bref, on est partout quoi. Spotify, je vous écoute toujours. Sur Spotify, c'est podcast évidemment, Radio Vestiaire. Ouais, Radio Vestiaire. Bien sûr. Voilà. Merci Saverio. Bonne journée. Merci.